Aujourd'hui, on se plonge dans une histoire de famille qui a vraiment, vraiment mal tourné. Ah oui, on peut le dire. Notre source, c'est un seul chapitre d'un texte très ancien, la Genèse. Mais alors, il y a tout dedans. Tous les ingrédients d'une série télé à succès. C'est exactement ça. On a un employé exploité, un patron tyrannique qui est aussi son beau-père. Des accusations de vol, une fuite en pleine nuit, une confrontation au sommet d'une montagne. Tout y est. On va vraiment décortiquer la rupture explosive entre cet homme Jacob et son beau-père Laban. C'est la fin d'un contrat de 20 ans et, disons-le, dans un environnement de travail assez toxique. Jacob travaille pour son oncle Laban depuis 2 décennies, 20 ans. 20 ans. La tension n'a fait que monter et ce chapitre, c'est l'explosion. On va voir ça en 3 temps. D'abord, la décision de claquer la porte. D'accord. Ensuite, la course-poursuite qui s'ensuit. Et enfin, le règlement de compte qui va sceller leur séparation. Alors commençons par le début. Qu'est-ce qui pousse Jacob à se dire « c'est fini, je pars » Le texte nous dit qu'il sent un peu les murs se refermer sur lui. C'est ça. Il entend ses cousins, les fils de Laban, qui marmonnent dans son dos. Jacob a tout pris à notre père, c'est avec ses biens qu'il est devenu riche. L'ambiance devait être glaciale. Exactement. Et il n'y a pas que les rumeurs. Il y a aussi son intuition. Le texte dit qu'il a remarqué que le visage de Laban, N'était plus le même envers lui. voilà. On a donc une sorte de tempête parfaite qui se prépare. Il y a la pression sociale des cousins, son instinct qui lui dit que le danger approche, et puis il y a le déclencheur final. L'élément décisif. L'élément décisif, oui. Rachel et Léa, Les filles de Laban. oui, les filles de Laban, pour une réunion secrète dans les champs. Il a besoin de leur soutien. Et sa façon de leur présenter les choses, c'est un chef-d'œuvre de communication. Il dit pas « on s'en va ». Non, il leur expose ses arguments pour qu'elles arrivent elles-mêmes à cette conclusion. Comment il s'y prend? Il commence par sa propre loyauté. Vous savez que j'ai servi votre père de toute ma force. Puis, il balance l'accusation « il m'a trompé, il a changé mon salaire 10 fois ». Ah oui, direct. Il se positionne comme la victime loyale d'un patron qui, lui, est malhonnête. C'est facile de crier à l'injustice quand on a manifestement gagné le jeu, financièrement parlant. C'est une excellente question. Et c'est justement pour ça que son argumentaire est si important. Il anticipe cette objection. Il doit prouver que sa richesse, ce n'est pas le fruit de sa propre ruse, Mais d'autres choses. mais d'une intervention divine, une sorte de compensation. Il leur raconte un rêve où un ange lui dit très clairement « J'ai vu tout ce que Laban te fait ». Ah, donc le génie de Jacob, c'est pas seulement de s'enrichir, c'est le marketing. Il dit pas j'ai été plus malin que ton père, Non, surtout pas. il dit Dieu est en train de régler mes comptes. C'est un argument imparable en fait. Exactement. Il change complètement le récit. On passe de l'exploitation à la justice divine. Et c'est ça qui fait basculer la loyauté de ces femmes. Il transforme une dispute salariale En mission sacrée. en mission sacrée. Et ça marche au-delà de toute espérance. Et comment la réponse de Rachel et Léa est brutale. Elles disent en gros qu'est-ce qu'on a encore à espérer de la maison de notre père? C'est ça. Elles coupent les ponts sans aucune hésitation. Elles se sentent traitées comme des étrangères. C'est même pire que ça. Elles utilisent des mots très très forts. Il nous a vendus Vendues. et il a mangé notre argent. Pour elles, Laban n'a pas seulement touché leur dot, il a aussi gardé l'héritage qui devait leur revenir. D'accord. Bon, à leurs yeux, la fortune de Jacob, c'est pas un vol, c'est la récupération légitime de ce qui leur appartient. La rupture familiale est totale bien avant la fuite physique. Bon, la décision est prise en famille, mais s'enfuir avec des enfants, des serviteurs, des troupeaux entiers, ça ressemble à un cauchemar logistique. Comment il s'y prend pour pas se faire repérer tout de suite? Ben, il choisit le moment parfait. Laban est parti pour la tonte annuelle de ses moutons. C'est un événement majeur qui demande beaucoup de monde et qui se déroule loin de la maison principale. Une fenêtre de tir idéale. C'est ça. Jacob rassemble tout son monde, tous ses biens, et il file en douce. Mais au milieu de toute cette organisation, il y a un détail qui semble anodin et qui pourrait tout faire capoter. Rachel. Ah, Rachel. Rachel vole les idoles de son père, les Téraphim. Pourquoi? Ça semble complètement saboter leur plan. Quel est l'intérêt de prendre un tel risque? C'est le plot twist du chapitre. On pense que ces téraphimes, c'était pas que de simples statuettes religieuses, c'était potentiellement des objets légaux. L'ego. Comment ça? Un peu comme un titre de propriété ou un testament. En les volant, Rachel, elle fait pas qu'un sacrilège, elle s'assure que son père ne pourra plus légalement réclamer l'héritage. Ou même la garde des enfants.
Exactement. C'est un geste à la fois spirituel et incroyablement pragmatique. Une sorte de police d'assurance. C'est ça. Pendant ce temps, Laban est prévenu de la fuite. Il est foudrage. Il rassemble ses hommes, il se lance à leur poursuite. 7 jours de traque acharnée dans les montagnes. On s'attend à une confrontation. Très violente. Oui, il est clairement parti sur le sentier de la guerre. On imagine une scène de western. Mais juste avant qu'il ne les rattrape, la nuit, Dieu intervient à nouveau. Il apparaît en rêve à Laban. Encore une fois. Encore. Et le message est glacialement clair. Garde-toi de parler à Jacob, que ce soit en bien ou en mal. En gros, tu ne touches à rien. C'est exactement ça. Tu ne le menaces pas, tu ne lui promets rien. Tu te tais. Dieu le neutralise complètement. Laban l'avoue lui-même plus tard. Il dit à Jacob, « J'aurai la force de vous faire du mal. » Mhm. Il avait clairement l'intention de régler ça par la violence, mais il a été stoppé net. Le conflit physique devient impossible. Alors, il se transforme en guerre psychologique. Et Laban est très, très fort à ce jeu-là. Ah oui, Il arrive et il joue la carte du grand-père au cœur brisé. Pourquoi tu m'as fait ça? Tu es parti comme un voleur, tu m'as même pas laissé embrasser mes filles et mes petits-enfants. Il se pose en victime, il le culpabilise. c'est du grand art. Il mélange le chantage affectif et puis, soudain, il lâche sa véritable bombe, l'accusation principale. La voilà. Et puisque tu voulais tant partir, pourquoi tu volais mes dieux? Il passe du drame familial au crime de sacrilège. Et Jacob se défend sur le premier point. Il admet avoir eu peur que Laban lui reprenne ses filles de force. Mais l'accusation de vol, ça le prend totalement par surprise. Il ne s'y attendait pas. Pas du tout. Il est innocent, il le sait, et dans son indignation, il va faire une promesse absolument terrible. Oui, c'est un moment glaçant. Sûr de son fait et ignorant complètement le geste de Rachel, il déclare devant tout le monde C'est ça. Celui chez qui tu trouveras tes dieux, il mourra. Point. Il vient de prononcer, sans le savoir, une sentence de mort contre sa femme préférée. « La tension est à son comble. La fouille des tentes commence. Laban est méticuleux. Il fouille la tente de Jacob, celle de Léa, celle des servantes. Rien. » Et il arrive enfin à la tente de Rachel, persuadé de la coincer. Et là, la scène est géniale. Le sang-froid de Rachel est incroyable. Elle a caché les idoles dans la selle de son chameau. Le bas du chameau, oui. Et elle s'est assise dessus. Quand son père rentre, elle lui lance sûrement avec le plus grand calme « Que mon Seigneur ne se fâche pas, je ne peux pas me lever, c'est que j'ai ce que les femmes ont coutume d'avoir. » L'excuse la plus vieille du monde. Et elle marche. Laban, le grand patriarche manipulateur, se fait avoir par une ruse qu'il n'ose même pas questionner. C'est incroyable. Elle utilise une convention sociale, un tabou rituel, pour créer un bouclier impénétrable. C'est un coup de génie. Ça sauve sa vie et ça sauve toute l'entreprise de Jacob. La bande repart bredouille. Humiliée. Et à cet instant précis, le rapport de force, Il bascule complètement. c'est au tour de Jacob d'exploser. Le texte dit qu'il se fâcha et chercha querelle à Laban. Après 20 ans de silence, il vide son sac. Et son discours est un réquisitoire implacable. C'est un bilan comptable et moral de ces 20 années. Il détaille tout. La chaleur me dévorait le jour, le froid la nuit, je ne dormais plus. C'est très imagé. Très. Il rappelle qu'il remboursait de sa poche les animaux perdus, ce qu'aucun contrat ne l'obligeait à faire. Et il conclut en accusant Laban en face. « Tu as changé 10 fois mon salaire. Si Dieu n'avait pas été avec moi, tu m'aurais renvoyé les mains vides. C'est une destruction en règle. Comment Laban réagit face à une telle colère, qui est en plus totalement justifiée? » Il peut rien dire. Il n'a plus aucun argument. La preuve du vol a disparu et le bilan de Jacob est accablant. Donc il est coincé. Complètement. Alors il fait ce que font les gens acculés. Il change de sujet. C'est un pivot stratégique fascinant. Il commence par une affirmation un peu creuse, un peu possessive. « Ces filles sont mes filles, ces enfants sont mes enfants, tout ce que tu vois est à moi. Mais ça sonne faux, il a perdu. » Complètement. Et il le sait. Alors, incapable de gagner par la force ou par la parole, il cherche à limiter les dégâts. Dans la même phrase, il passe de l'agresseur au diplomate. « Viens maintenant, conclusons une alliance, toi et moi. Il propose un traité de paix. » Un traité de paix. C'est un sacré retournement de situation. Ils construisent donc un monument avec des pierres pour marquer cet accord. Mais c'est étrange, ils n'arrivent même pas à se mettre d'accord sur le nom à lui donner. C'est un détail crucial. Laban l'appelle d'un nom araméen, Jacob d'un nom hébreu. Qu'est-ce que ça nous dit ça? Ça nous dit tout. Ça montre à quel point la rupture est profonde. Ils sont là, au même endroit, pour faire la paix, mais ils ne parlent littéralement plus la même langue. Le monument qui est censé les unir souligne en fait leur séparation culturelle définitive.
Et quelles sont les clauses de ce traité? C'est un pacte de non-agression. D'abord, une clause familiale. Jacob jure de ne pas maltraiter les filles de Laban et de ne pas prendre d'autres épouses. C'est la dernière tentative de Laban pour garder une sorte d'influence. D'accord. Et puis, la clause principale, la clause territoriale, ce tas de pierres est une frontière. Ni toi ni moi ne devons la franchir avec de mauvaises intentions. En clair, tu restes chez toi, je reste chez moi. C'est exactement ça. Donc, tout se termine par la construction d'un mur. Pas une réconciliation, pas de pardon, mais une frontière. L'histoire se termine sur un repas, un serment, et le lendemain matin, Laban embrasse ses enfants et ses petits-enfants, et il s'en va. C'est fini. Jacob est enfin libre de continuer sa route. La rupture est consommée, actée. Et il reste une dernière pensée, un dernier détail qui en dit long. Au moment de prêter serment, Laban invoque le Dieu d'Abraham et le Dieu de Nachor. Nachor. Nachor, c'est son propre ancêtre, de la branche de la famille qui, on le sait maintenant, possédait des idoles, comme celle que Rachel a volée. Ah oui, alors que Jacob, lui, jure au nom de celui que craignait son père Isaac. Il se rattache uniquement à sa lignée directe, à son Dieu. Exactement. Même dans le raccord, leur serment final souligne une différence religieuse et culturelle fondamentale qui n'est pas du tout résolue. Hmm. Et ça laisse une question en suspens. Que vaut un traité? Que vaut une paix quand les deux parties ne placent pas leur confiance exactement dans la même autorité divine? C'est peut-être la raison pour laquelle ils ont eu besoin d'un tas de pierres bien visibles après tout.